Dans ce documentaire, vous allez entendre les témoignages de pilotes aériens civils et militaires, du personnel navigant, civil et militaire, d'ingénieurs militaires et d'autres professionnels vous raconter leur expérience, d'une terre stationnaire et qui n'est pas en rotation. Ce film a été réalisé sur une base d'amour. Son but, faire tomber les barrières mentales construites par une vie d'endoctrinement. Les yeux sont inutiles lorsque l'esprit est aveugle. Nous participons à un système carcéral que nous ne pouvons pas voir. Une fois le voile levé, il n'y a pas de retour en arrière. Beaucoup d'entre nous réalisent rarement qu'ils sont victimes d'endoctrinement. Nous suivons le plan de vie préétabli, vivant dans un état de confusion, contrôlé par un petit groupe d'individus qui possèdent de grandes richesses, des biens et le contrôle. Ils tirent un profit monétaire en nous empêchant de comprendre la véritable nature de la forme de la Terre. La plupart d'entre eux sont trop occupés pour remettre en question ce qu'on leur dit ou pour enquêter sur les théories scientifiques concernant le monde physique et sa forme, enseignées à tort dans les écoles comme des faits. Les demandes faites sur une plateforme contrôlée, telle que YouTube ou Facebook, sont rapidement redirigées vers des vidéos et des contenus qui n'ont aucune valeur. Des idées fausses sont véhiculées, soit intentionnellement, soit par manque de recherche, en mélangeant les cosmologies héliocentriques et géocentriques, ce qui provoque des incohérences qui détournent le spectateur de l'apprentissage. Pourquoi un tel mensonge existe-t-il? Quel est l'objectif de ce niveau de tromperie? Que cherche-t-il à atteindre? La dure et solide vérité est que toutes les agences spatiales connues et les industries connexes ont gagné des sommes d'argent incalculables pendant de très nombreuses années, en ne fournissant comme preuve que des images de synthèse, des fisheyes, des courbures de lentilles et des productions de style hollywoodien. Les preuves suivantes devraient parler d'elles-mêmes à travers les témoignages de ces professionnels, pilotes et témoins. Pour se trouver soi-même, il faut penser par soi-même. L'acte le plus courageux est de penser par soi-même. Notre plus grand souhait est que les esprits s'ouvrent, que les questions trouvent des réponses et que le règne de la liberté passe par la révélation de la vérité. Plutôt bien, monsieur. Comment ça se passe là-bas? Je n'ai pas à me plaindre. Il y a un peu de vent dehors. On dirait qu'il va pleuvoir. Vous savez, je reçois des questions sur des plateformes de la Terre plate et j'essaye d'en tirer des informations. Pouvez-vous m'aider? Oui, monsieur. Je vais vous donner quelques exemples relativement rapides que vous pouvez également rechercher et développer. Premièrement, vous savez que je suis pilote et que j'avais l'habitude de décoller de Long Island pour le jour, et le sujet est: en fin de compte, vous allez donner une formule pour chaque 100 miles, vous allez donner une sorte de X par kilomètre au carré, en restant très simple. Chaque 100 miles représente environ 1 mile. 1 mile représente 5280 pieds, le nombre réel. C'est 666. C'est une origine luciférienne. C'est ce qui est vraiment révélé derrière. C'est dans toutes les conspirations et dissimulations que vous connaissez. Mais l'essentiel ici est que vous avez des formules très simples pour 100 miles. Vous avez 5280 pieds de courbure. Je m'appelle Joshua Silva. Je suis pilote professionnel, licencié et instructeur de vol. J'ai toujours aimé l'aviation et l'aérospatiale. Et quand j'étais jeune, je me prenais même pour un astronome amateur. J'emmenais ma famille et mes amis à tous les meetings aériens que je pouvais trouver dans le nord de la Californie. J'étais le seul enfant que vous connaissiez, ou que quelqu'un connaissait qui connaissait par cœur les différents composants d'un avion ou d'un vaisseau spatial.
J'aimais absolument tout ce qui avait trait à l'aviation ou à l'espace. Mais mon amour de l'aviation et de l'aérospatiale ne s'est jamais arrêté. J'ai continué à étudier et j'avais une bibliothèque entière remplie de livres sur l'aviation, sur divers avions militaires et civils, sur l'histoire militaire, sur toutes les campagnes et tous les théâtres de l'aviation, dans presque toutes les guerres. De devenir pilote, aussi étrange que cela puisse paraître, il ne m'était pas venu à l'esprit de devenir pilote jusque-là. J'aimais simplement l'aviation et l'aérospatiale. Mais j'ai décidé de devenir pilote et j'ai commencé à fréquenter une prestigieuse école de pilotage dans le Midwest et à aller à l'université en même temps pour obtenir un diplôme en aéronautique et en aérospatiale. Peu après, j'ai commencé à piloter des avions à double turbopropulseur à partir du nord de la Californie pour le compte de plusieurs organisations à but non lucratif. Et, des années plus tard, je me suis retrouvé instructeur de vol pour diverses petites écoles de pilotage en Californie et en Arizona, puis pour de grandes académies qui formaient des pilotes pour les compagnies aériennes et même pour certains vols militaires. Peu après, j'ai commencé à piloter des avions d'affaires régionaux et c'est à ce moment-là que l'histoire de ma découverte du thème de la Terre plate a commencé. Bonjour, je m'appelle Hector Requena. Je suis terraplaniste depuis 2016. J'ai découvert ce sujet par hasard, je l'ai beaucoup aimé, et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. À partir de là, j'ai réalisé ce qui se passe dans le monde. J'étais un aviateur. J'aime plus le mot aviateur que pilote. Je volais avec mon père depuis que j'étais enfant. Il était pilote dans l'armée de l'air mexicaine. Un sujet très curieux qui m'est arrivé a été de commencer à savoir comment fonctionnent les gyroscopes. Un gyroscope est conçu pour qu'un avion vole au-dessus d'un terrain plat et d'une terre immobile. Tous ces sujets m'ont amené à continuer à faire des recherches. Nous essayons d'inviter les gens à ne pas fermer leur esprit à ces sujets. J'ai commencé à apprendre comment fonctionne le gyroscope. Le gyroscope est conçu pour voler sur un avion. Et tous ces sujets m'ont amené à poursuivre mes recherches. Nous essayons d'inviter les gens à ne pas fermer leur esprit à ces sujets, parce que si nous ne réalisons pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les gens sont fermés à l'idée de sortir des sentiers battus. J'ai été militaire toute ma vie, mais je suis dans l'aviation depuis 21 ans. Je suis devenu pilote vers 15 ou 16 ans. Quand j'ai vraiment commencé à regarder les conspirations, j'ai regardé Benghazi. Parce qu'il se trouve que je travaillais sur des contrats gouvernementaux à l'étranger, mais j'ai été dans l'aviation pendant 21 ans, tout, des hélicoptères aux aérostats, en passant par les grands oiseaux, les petits oiseaux, les avions de chasse, les choses avec moteur ou pas de moteur, les grandes pales, les petites pales, les pales de compresseur, qui d'ailleurs est un canular. Les jets ne s'envolent pas avec de l'air comprimé. Contrairement à la croyance populaire, il faut de l'air comprimé dans un rapport air-carburant pour entraîner le gaz chauffé et faire tourner les pales du compresseur. Cela a été un sujet de discussion et vous savez que tout est un canular. Avec cela, l'effet de Coriolis est évidemment lié à l'absence de rotation autour des points qu'ils disent exister à 23,4. Comme par hasard, 66 degrés en moins que les 90 degrés par rapport à une droite. Tout est lié au 666 de la NASA et à toutes les conneries des scientifiques. Nos avions sont équipés d'indicateurs d'altitude et de direction, ADI, qui donnent une corrélation entre le boîtier de l'avion ou la coque grâce au gyroscope lui-même. Un livre appelé Manuel d'utilisation du pilote et tous les autres livres, des structures à l'avionique, en passant par les diagrammes de pesée et les composants réels qui constituent ces systèmes, c'est un système autonome. L'ADI ne ment pas, peu importe le froid, peu importe l'altitude. Et certains de ces gars sont sacrément hauts, peu importe où vous allez, peu importe où vous avez été, peu importe où vous êtes au-dessus de ce royaume. I woke up to the
J'ai découvert la vérité sur la forme de la Terre qui est plate, en tant qu'ingénieur et pilote. J'ai donc étudié la physique et l'ingénierie de 3 manières différentes: la physique de base, la physique électrique et la physique de la construction. En tant que pilote d'hélicoptère, j'ai également étudié la physique aéronautique. Je peux donc couvrir et discuter de tous les facteurs relatifs à la Terre plate. Non pas que je sois plus intelligent que quiconque, mais j'ai étudié un grand nombre de facteurs qui analysent la forme et le mouvement d'à peu près n'importe quel objet, c'est-à-dire la physique, ainsi que la physique aéronautique et les principes du vol. Je peux vous dire que les avions volent en ligne droite et en palier. C'est même un terme d'aviation. Les avions volent pendant des heures à la même altitude, sans jamais baisser le nez pour suivre la courbe de la Terre. Un avion effectuant un vol de 12 heures ou même de 18 heures entre Portland, Oregon, et Séoul, Corée, partirait d'un point et volerait si loin autour de la Terre qu'il volerait vers le bas avec le nez à la verticale, puis commencerait à tourner autour de la courbe de la Terre, de sorte que l'avion volerait maintenant à l'envers. Il faudrait faire ce genre de trajectoire de vol sur un globe terrestre, ce qui est tellement absurde. Je suis sceptique comme tout le monde, et je vais vous raconter mon histoire. Mon pote m'a parlé de ça. Il m'a dit « Rob, tu dois apprendre sur l'anneau de glace. Tu dois apprendre si la Terre ne bouge pas. Ce globe, c'est de la merde. » Et je lui ai ri au nez. Je lui ai dit « Tu te moques de moi, je ne vais pas regarder ça. » Il m'a dit « C'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de regarder la Terre plate. Mais jusqu'à ce que tu le fasses, il m'a dit « Jusqu'à ce que tu regardes la Terre plate. Tu resteras esclave de la matrice. » Et c'était plus ou moins en novembre-décembre 2015. J'avais déjà démissionné mentalement de l'armée américaine depuis 3 ans. J'ai démissionné à cause de Benghazi. J'ai réalisé et j'ai vu par moi-même que j'avais travaillé avec eux en tant qu'officier de l'armée. Travaillant pour le département d'État pendant une bonne dizaine d'années, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé ma conscience sur la physique. J'ai transformé mes études en une analyse de la forme de la Terre. Je suis titulaire d'une licence en anglais et commerce international et d'un master en gestion des urgences. La gestion des urgences est un domaine d'études qui traite de l'atténuation des effets des catastrophes naturelles ou maritimes. Les domaines que j'ai dû étudier en rapport avec la gestion des urgences étaient l'hétérologie, la géologie, la géographie, l'hydrologie et l'océanographie. Il faut bien savoir comment cela fonctionne pour prévenir ou atténuer les conséquences d'une catastrophe naturelle. En 2019, j'ai écrit un livre intitulé « 16 Emergency Landings Proving Flat Earth ». Peu de gens savent que lorsque j'étais plus jeune, je travaillais pour une compagnie aérienne internationale. Je travaillais à la division fret internationale et logistique de la compagnie à l'aéroport international de Sumpalo. Je devais connaître toutes les routes internationales afin de fournir à nos clients des informations précises sur les aéroports et les exportations, ainsi que sur la logistique du transport de marchandises à l'international. Notre entreprise a transporté des colis simples, des voitures et des hélicoptères partout dans le monde. En ayant accès à toutes les zones de l'aéroport en 1988, l'équipe de football brésilienne était sur le point d'embarquer pour l'Australie afin de participer au club de football du bicentenaire en Australie. Il s'agissait d'un tournoi pour célébrer le 200e anniversaire de l'Australie. 2 thèmes sud-américains ont été invités à participer à ce tournoi en Argentine à cette époque. Nous avions accès à plusieurs cartes, toutes basées sur le modèle de Gilbert. L'escouade brésilienne est partie pour l'Australie. Ma conclusion contre nature que ce vol charter allait vers l'Australie en passant par l'océan Pacifique. Comme le modèle global le suggère peut-être que nous nous arrêterions à Santiago, Chili, et ensuite nous dirigerions vers l'Australie. À ma grande surprise, le vol a tourné vers Los Angeles et pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas comprendre la raison pour laquelle j'ai fait un détour à Los Angeles en Amérique du Nord. Pour ensuite aller vers l'Australie dans l'hémisphère sud, cette chose est restée vivante au fond de mon esprit pendant toutes ces années.
J'étais dans la marine marchande. J'ai navigué pendant 15 ans. Je suis diplômé du Paul Hall Maritime Center de Piney Point, dans le Maryland. Je vends principalement des navires porte-conteneurs, des pétroliers, des navires de forage et des cargos militaires. Je peux tout vendre. Je suis maître d'équipage et je possède les titres A et B illimités. Ce qui m'a amené à la Terre plate, c'est ma sœur. On a toujours été dans les conspirations. Le 911, Sandy Hook et tout ça. Et un jour, elle m'a dit « Hey, tu veux voir une conspiration? Tu devrais regarder la Terre plate. » Et je l'ai regardée. Et j'ai ri parce que j'avais vu les vidéos apparaître dans le fil d'actualité. Et ils montraient ce truc de disque dans l'espace. Et j'ai ri de ça, quoi qu'il en soit. Je suis allé chercher mon téléphone et j'ai regardé une vidéo, vous pouvez la regarder. Elle s'appelle Dragon Link FPV to Space. Et ce que vous verrez, c'est un avion radiocommandé qui est monté à environ 80 000 pieds et qu'il lâche, puis l'avion redescend avec de la puissance. Il est équipé d'un système d'entraînement qui est capable de le contrôler par vidéo de toute façon. Il y avait une GoPro, alors vous voyez ce globe incurvé. Vous savez quand j'ai vu cela m'a dit comme « Oh, je l'ai donc apporté à ma mère ». Elle l'a mise en face d'elle et je lui ai demandé de regarder ça. En y repensant, je me souviens de son sourire. Elle n'allait pas discuter avec moi et elle m'a dit « D'accord ». Plus tard, je ne sais pas, quelques jours plus tard, je l'ai vu et je me suis dit que je n'avais rien à regarder. J'ai cliqué sur YouTube et j'ai su dans les 10 minutes qui ont suivi, je ne sais plus lequel c'était. Je pense que c'était probablement l'un des documentaires, mais c'était presque comme si j'avais su instantanément. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de preuves qu'il avait étaient avant que je ne sois un adepte de la Terre plate, comme voir des contacts à 50 km de distance à l'œil nu sur l'horizon. Et c'est impossible sur le modèle du globe, à tel point que c'est moi, le 3e officier, qui ai été chargé de l'exécution de la mission. Et à la vigie, nous sommes en train de monter la garde, et je crois que nous étions dans la mer Méditerranée. La vigie regarde. Je dis « Ok, nous avons un contact là-bas ». On regarde et on essaye de la voir sur le radar. On l'a à 50 km. Quand le chef de bord est arrivé, on lui a dit « Hey mec, on a eu un contact plus tôt, à 50 km ». Il a dit « Des conneries, je ne te crois pas ». Et on s'est tous regardés, et on a secoué la tête. Et ouais, ils l'ont eu, nous avons pris d'assaut le pont, nous avons couru vers le bas, nous sommes remontés. Il avait le Bowditch qui est un grand livre vert épais qui contient tout ce qu'il faut savoir sur le Sailing Navigation. Et il arrive et il dit que les maths ne mentent pas. Et il claque ce morceau de papier et il dit que la hauteur de notre pont est à 30 mètres. Par rapport à la distance de 50 km qu'il y aurait dû avoir derrière les 180 mètres de courbe. Il avait tous les cours de mathématiques. Je ne savais pas, donc d'accord, il doit savoir de quoi il parle, mais nous regardons, je ne sais pas. Nous l'avons sur la rampe, et le radar ne doit pas savoir ce qu'il fait. Vous pouvez m'appeler Jay, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Mon expérience professionnelle. Je me suis engagé dans la marine à l'âge de 17 ans. J'avais une habilitation de sécurité secrète. Il y a différents niveaux d'habilitation de sécurité. Il y a un niveau inférieur, puis il y a secret, qui est ce que j'avais, qui est comme un niveau moyen, et puis il y a top secret. Je n'avais pas d'habilitation top secret, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais j'avais une habilitation secrète. Il s'agit en fait de l'habilitation de sécurité de niveau intermédiaire pour le gouvernement que j'avais. Et j'ai fait ce travail pendant 8 ans. J'ai travaillé dans le renseignement opérationnel en particulier. La navigation par radar. La portée de ce que nous sommes en mesure de voir aujourd'hui est limitée. Nous l'avons constaté il y a 15 ou 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 15 ou 20 ans, la technologie utilisée aujourd'hui sur les nouveaux navires de guerre est, j'imagine, extraordinairement avancée par rapport à ce que nous avions il y a 20 ans, au début des années 2000, lorsque je participais à des déploiements pour la marine. Nous regardons la portée du radar et nous nous basons sur l'écran actuel que nous pouvons voir. Il y a 3 écrans différents. Il y a l'écran radar de base qui a une portée limitée à environ 15 km. Puis il y a cet autre écran plus grand, dont j'ai oublié le nom, mais qui est relié à cette énorme projection dans le centre d'information de combat, où toutes les informations sont stockées. Sur cet énorme écran,
Nous pouvons faire un zoom arrière et voir une partie importante de notre zone de responsabilité. Je ne peux pas dire le nombre exact. Encore une fois, beaucoup d'informations sont classifiées. En fait, lorsque nous faisons un zoom arrière sur ce grand écran de projection, il se déplace vers l'intérieur et vers l'extérieur. La raison pour laquelle nous pouvons faire un zoom avant et revenir en arrière est juste pour la précision. Si nous regardons quelque chose qui pourrait être juste comme une bouée dans l'eau, vous savez, juste une des petites bouées que les navires peuvent utiliser comme une sorte de placement pour suivre où ils vont, cela peut être confondu avec une petite embarcation réelle. Nous devons donc être en mesure de faire la différence entre cette bouée et certains des navires que nous recherchons, car certains déploiements ont été effectués à la recherche de navires transportant de la drogue ou d'autres types de navires, ou encore de sous-marins. C'est essentiellement ce que font la marine et les gardes-côtes qui veulent s'assurer qu'ils savent ce qui se passe en mer. Et c'est ainsi que fonctionne la marine américaine, qui dicte ce qui se passe dans les eaux internationales. Je vais vous faire part de mon expérience approfondie des sous-marins de la marine américaine et vous expliquer comment ils prouvent que nous ne vivons pas sur un globe terrestre. Cependant, en raison de la nature de mon travail et de l'habilitation de sécurité que je détiens, je souhaite rester anonyme. J'ai travaillé pour le département de la Marine des États-Unis en tant que spécialiste de l'assurance qualité des sous-marins au cours des 5 dernières années. Mon travail consiste à m'assurer que chaque sous-marin est construit correctement et en toute sécurité selon le plan de l'ingénieur. J'ai une connaissance intime de chaque aspect de chaque sous-marin construit dans un chantier naval au travail. Maintenant que vous avez entendu un peu de mon histoire, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé à l'idée folle que la Terre est visiblement et observablement plate. J'ai toujours remis en question la réalité qui m'entoure depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais suivi le courant dominant et je n'ai jamais été intéressé par ce que les nouvelles avaient à dire. En vieillissant, j'ai commencé à étudier de plus en plus de choses par curiosité, comme le 11 septembre, les fusillades dans les écoles. J'ai finalement commencé à faire des recherches sur l'alunissage parce que cela ne me disait rien de bon et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Pour moi, j'ai l'espoir que nous allons complètement démêler cela. Après cela, j'ai commencé à réaliser que l'on nous avait menti à bien des égards. Que pourrait-il y avoir d'autre lorsque j'ai vu une vidéo sur la Terre plate apparaître dans mes recommandations YouTube? Au début, même avec mon esprit éveillé, j'ai pensé que c'était absolument ridicule. J'ai décidé de me pencher sur la question afin de la réfuter et de passer à autre chose. C'était il y a plus de 6 ans et je n'arrive toujours pas à réfuter l'idée d'une Terre plate. En fait, plus je fais des recherches, plus je découvre des choses. Cela m'amène à parler de mon expérience sous-marine. En repensant à tout ce que j'ai accompli pendant mon service actif, avec des yeux pour voir, je n'ai fait que renforcer ma conviction que nous vivons sur un plan plat et immobile. La théorie de la dissimulation de terre supplémentaire sur la Terre serait l'un des motifs possibles pour cacher le fait que la Terre n'est pas une chute d'eau tournante au carré dans l'espace. C'est quelque chose que beaucoup de gens en ont émis l'hypothèse au fil des années.
Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que, comme l'a suggéré l'amiral Richard Byrd lors de son expédition en Antarctique, il y a des terres non découvertes sur la Terre, et cette possibilité a donné naissance à une idée, comme l'oiseau insaisissable, une quête moderne pour découvrir un autre monde. The Elusive Curve, la courbe illusoire, est un roman fictif censé véhiculer un message très peu fictif, mais la Terre est un plan plat immobile, dépourvu de toute courbure. Lorsque Max Carter découvre la preuve irréfutable de la véritable forme de la Terre, le cours de sa vie change radicalement, et il devient un homme obsédé, convaincu qu'il y a plus de terre cachée au-delà de l'Antarctique et qu'il va l'atteindre. The Elusive Curve démontre les affirmations typiques, y compris les navires qui disparaissant à l'horizon à cause de la courbe de la Terre, le pendule de Foucault et l'effet Coriolis, tout en présentant des preuves de l'existence d'une Terre plate, comme la perspective visuelle, l'eau sur de grandes distances et la photographie à longue distance, le tout dans le contexte des relations variées et colorées de Max. Il existe un dispositif de communication navale semi-classifié lorsque les navires communiquent. Les navires sur l'océan de la marine américaine utilisent les communications laser semi-classifiées, un dispositif de la NASA qui traite également les données. Donc s'ils communiquent sur des navires à 270 km, donc comme je l'ai dit à chaque kilomètre de courbure, cela ne fonctionnerait pas parce que les lasers fonctionnent en ligne de mire, en ligne droite. Il n'y a pas de courbure pour le laser, donc la ligne de fond ici est le NAVCOM naval semi-classifié qu'ils utilisent pour communiquer de navire à navire et qui fonctionne avec un laser. Et s'il s'agissait d'une courbure, tout ce qui dépasse, comme je l'ai dit, 160 km, c'est 9 mètres de diamètre. Donc le diamètre du navire est loin d'être aussi grand, vous savez. Il y a un autre exemple. Il y a aussi une femme, Kaylee Haley. Pilote, elle s'est renseignée sur les compagnies aériennes commerciales. Elle a été renvoyée de son travail. Mais quand tout cela est arrivé juste pour avoir posé des questions, ils ne l'ont pas jetée de la compagnie, mais ils lui ont donné un meilleur travail. Donc cette façon de faire, c'est de garder le contrôle discrètement. C'est très louche, c'est très irrationnel. Cette affaire très louche, ce qui s'est passé va soulever de sérieuses questions. On a la pilote de la KLM, on a le NAVCOM laser de la marine américaine, on a mon expérience personnelle de vol depuis Long Island. Donc il y a quelque chose de très anormal qui semble valoir la peine. La Terre pourrait-elle être plate? J'ai commencé à avoir des opinions et des arguments qui semblaient logiques. Mais j'ai entendu plusieurs arguments qui, je le sais maintenant, étaient probablement de la désinformation facilement réfutable dans le monde de l'aviation. Mais certains m'ont marqué. Et donc, moi qui suis comme je suis, j'ai couru rapidement, métaphoriquement, vers mon vieux manuel, et je l'ai ouvert, je l'ai déballé, je l'ai ouvert, et j'ai même téléchargé de nouvelles copies en format PDF hors ligne de tous ces livres, pour m'assurer que rien n'avait été changé. J'en étais certain. Mais je savais exactement à quelle compensation les pilotes sont formés pour compenser la rotation de la Terre. Par exemple, en ce qui concerne la chute autour d'un globe. J'ai supposé que c'était l'angle d'attaque d'un avion. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. L'angle d'attaque étant l'angle entre la trajectoire de l'avion et le vent relatif, ce que les pilotes connaissent bien, c'est l'idée qu'un avion doit être légèrement cabré pour rester en l'air, ou qu'une surface de l'avion doit être légèrement cabrée pour créer une différence de pression d'air afin de maintenir l'avion en l'air. Et c'est ce que moi-même et les pilotes avons supposé ou supposé à l'époque comme étant la compensation que l'on fait pour tomber autour d'un globe en volant. Mais en faisant des recherches plus approfondies, j'ai découvert que ce n'était pas le cas et que cette compensation n'était mentionnée nulle part dans les ressources que j'avais trouvées à l'école de pilotage. Et il y avait beaucoup de livres, en particulier lorsque l'on progressait vers l'aviation commerciale, en particulier dans les cours facultatifs, surtout si l'on allait à l'université comme je l'ai fait pour étudier l'aérospatiale, on supposait, et j'avais supposé que cette compensation était calculée pour les vols de l'aviation commerciale.
You would assume, and I had assumed, that this was calculated for. Again, as far as ADIs. Encore une fois, en ce qui concerne l'ADI, pour chaque avion, il se réfère toujours à l'horizon, ou au niveau de la mer. Il est impossible de convaincre quelqu'un de sain d'esprit que si vous décollez de New York et que vous vous retrouvez immédiatement à l'envers, votre boîtier ou votre ADI se réfère à l'envers parce que vous êtes à l'envers, il est à l'endroit, et ne peut pas s'écarter du niveau. Peu importe la quantité de carburant dans vos réservoirs, peu importe que vous soyez un hélicoptère, un aérostat ou un avion de chasse. It doesn't matter how much fuel you got in your tanks. It doesn't matter if you're a helicopter or an aerostat or a fighter jet. Cette jauge fera toujours référence au niveau, car sinon elle serait une référence de traction. Et si vous pouviez le manipuler, pourquoi l'avoir mise dans votre avion? Mais si vous décollez à 3 km de là et que vous effectuez un tonneau, vous vous retrouvez à l'envers. Et à quel moment la jauge vous indique-t-elle que vous êtes à nouveau à l'endroit? At what point does that gauge show you back right side up? À un demi-hémisphère de distance. Est-ce que c'est ce que nous sommes censés croire? À quel moment cela s'écrit-il tout seul, si vous ne vous retournez jamais et que vous continuez à voler en palier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ridicule. C'est ridicule de penser que cette chose compense la courbure en vol rectiligne et en palier. La plus importante qui est souvent citée est la compensation de l'effet de Coriolis en vol. C'est un sujet que j'ai même enseigné à mes étudiants et qui est toujours considéré comme correct. Nous partons du principe que l'on nous donne la théorie dès notre plus jeune âge et que tout est construit sur cette hypothèse, sur la théorie. Je pensais donc détenir la solution miracle de l'effet Coriolis. Nous calculons toujours en fonction de cet effet. Eh bien, lorsque j'ai commencé à consulter les livres et à étudier les calculs relatifs à l'effet de Coriolis, l'histoire a commencé à s'effondrer encore plus. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais pas remarquées lorsque j'étais à l'école, comme le fait que l'effet de Coriolis n'est en fait jamais calculé, mais qu'il est supposé faire partie de l'angle de correction du vent. L'angle de correction du vent est l'un des nombreux calculs que les pilotes de toutes sortes effectuent en vol pour corriger les vents et le volume ou la section d'air qu'ils traversent, qui peut provenir de n'importe quelle direction et que vous traversez. Il faut donc compenser un certain angle par rapport au vent pour maintenir une ligne droite. J'ai travaillé sur des aérostats pendant plusieurs années, et je demande toujours aux personnes qui tentent d'évoquer la gravité. Comment se fait-il que mon aérostat de 13 000 m3 à 74 000 livres ne soit pas attiré vers le sol, alors qu'il pèse plus lourd que vous, et que vous pensez que la gravité vous pousse vers le bas, n'est-ce pas? Parce que c'est très dense. Mais comment se fait-il que l'aérostat ne s'enfonce pas dans le sol? Il pèse plus lourd. C'est nettement plus grand qu'une maison. C'est plus grand que la plupart des maisons. Alors pourquoi n'est-il pas enfoncé dans le sol? C'est parce qu'il déplace moins de poids que l'atmosphère ou le milieu dans lequel il se trouve, et j'essaye de l'expliquer. Je ne sais pas combien de fois vous avez probablement posté quelque chose à ce sujet. Je ne sais pas combien de fois nous devrons répondre. Mais à chaque fois que ce petit enfant lâche ce ballon d'hélium, il se met à pleurer. Le radar est simplement une autre forme de transmission radio. La radio comprend tout ce qui se trouve dans la gamme du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, également connu sous le nom de radiolumière, est la transmission de la lumière, qu'il s'agisse de la lumière visible ou des ondes radio qui ne sont pas visibles. En matière de transmission radio, il faut un émetteur et un récepteur. Il peut y avoir un réflecteur ou une unité de transmission sur le chemin. Cependant, en fin de compte, il doit y avoir au moins un émetteur et un récepteur. Et dans le cas du radar, le radar émet un signal qui rebondit sur un réflecteur et revient ensuite à la station réceptrice. Il peut également être envoyé à d'autres stations si elles sont correctement configurées dans le réseau. En bref, le radar émet un signal, il rebondit sur quelque chose, puis il revient à une unité de réception, et l'unité de réception cartographie cette réflexion en conséquence. S'il n'y a pas de réflecteur, il n'y a pas de signal de retour et l'objet n'apparaît pas sur le radar. Par exemple, c'est l'objet hors de l'écran. Remarquez qu'il n'y a pas de courbe autour de quoi que ce soit. Le signal sort en ligne droite. Les signaux radio voyagent toujours en ligne droite. L'émetteur envoie donc le signal à la cible, qui rebondit et revient en ligne droite.
Le radar ne peut pas suivre la courbe et dépend donc de la ligne de visée, du faisceau direct entre l'émetteur et la cible. Il se réfléchit et revient en ligne droite. Il n'y a pas de courbe autour de quoi que ce soit, c'est ainsi que fonctionne le radar. Direct beam from the transmission to the target, it reflects and it comes straight back. There is no curving around anything, thus is radar. Le radar fonctionne en ligne droite. Le radar est incapable de suivre une courbe, de capter et de renvoyer le reflet de ce qu'il capte. Imaginez donc un navire de l'autre côté de la courbe, à une distance de 50 ou 70 km. Il envoie un faisceau radar qui est censé tourner autour de la balle, rebondir, puis faire rebondir le reflet pour qu'il soit capté par le radar. Ce n'est pas le cas. Le faisceau est droit et lorsqu'il détecte quelque chose, il le frappe à son tour. Il ne suit aucune courbe. C'est une information claire que l'on peut trouver sur YouTube. Et voyez comment fonctionnent les ondes radar. Elles ne suivent pas la courbe. Tous les diagrammes présentés montrent des lignes droites. Ils ne montrent pas de lignes courbes. Lorsque nous faisons un zoom arrière pour examiner l'ensemble des choses, une fois que nous l'avons vérifié, nous sommes en mesure de faire un zoom arrière sur une grande distance. Maintenant, sur cet écran. À l'époque, j'avais 18 ou 19 ans, d'accord ? Lorsque je faisais ce travail, je ne pensais pas à la Terre plate et à toutes ces conneries. J'étais encore endoctriné et je partais du principe que la Terre était une boule en rotation. Je n'ai jamais pensé à la Terre plate ou à quoi que ce soit de ce genre. Mais j'ai toujours trouvé bizarre qu'en regardant cet énorme écran radar, je me demande comment se fait-il qu'en le regardant, je puisse voir que nous sommes au large des côtes de l'Argentine, par exemple. Comment se fait-il que je puisse voir aussi loin et que ce soit au-delà de l'horizon de la courbe parce que c'est si loin? Comme je l'ai dit, nous utilisons beaucoup d'autres signaux de liaison qui s'appellent des liens. Ils portent des noms différents. Je ne peux pas dire les noms de code. J'en ai oublié certains. Là encore, il s'agit d'informations confidentielles. Je ne peux pas donner de détails à ce sujet, mais certaines des liaisons que nous utilisons nous permettent non seulement, comme je l'ai dit, de communiquer avec les navires et de les suivre, mais aussi avec des avions à 160 km et à plus de 10 000 mètres, voire plus. C'est ce que je veux dire. Il ne s'agit pas seulement d'une question de distance de 10 000 mètres. Ce n'est pas comme s'ils étaient directement au-dessus du navire. Ce qui est intéressant, c'est que cet avion peut se trouver à 96 km de distance et à 10 000 mètres dans les airs. Vous comprenez donc l'angle qu'il faut adopter pour pouvoir suivre cet avion à partir d'un navire qui se déplace sur l'eau. Pensez-y un instant. J'ai servi à bord du sous-marin nucléaire d'attaque rapide United States 688 et je peux personnellement attester que nous n'avons jamais été constamment inclinés vers le bas au cours de nos déploiements sous-marins. L'une de nos plus longues traversées est partie du golfe d'Oman, a contourné la pointe sud de l'Afrique et est revenue dans le Connecticut. Nous sommes restés sous l'eau pendant près de 3 mois d'affilée. En tant qu'officier radio, j'ai passé beaucoup de temps dans la salle radio et dans la salle de contrôle. C'est dans la salle de contrôle que l'on navigue et que l'on pilote le sous-marin. Au cours de mes 5 années de service actif, je n'ai jamais entendu l'officier de pont ou l'officier de plongée donner l'ordre de modifier constamment l'angle du sous-marin pour compenser la courbure de la Terre. La tâche principale de l'officier de plongée et des simples soldats est de maintenir le sous-marin aussi horizontal que possible pendant le voyage. Si la Terre avait une courbure mesurable, je suis certain que nous n'aurions pas pu effectuer cette traversée incroyablement longue sans en tenir compte. Et le plus gros après cela, c'est le GPS qui corrige automatiquement, ce qui m'a conduit sur un autre chemin, la correction automatique GPS. S'il s'agit d'un système satellitaire, comment corrige-t-il la rotation s'il tourne également au-dessus du même endroit? Et pourquoi y a-t-il de grandes lacunes dans la couverture GPS au-dessus des grandes étendues océaniques? Est-ce qu'il les désactive, tout simplement? Cela n'en vaudrait pas la peine. Il y a eu trop d'accidents aériens en mer, et très loin des côtes, pour affirmer le contraire. Et si vous donniez aux contribuables américains, qui financent ces satellites censés suivre les avions,
L'information que nous les désactivions tout simplement parce que cela n'en vaut pas la peine. Ces 3 ou 4 jets remplis de centaines de passagers n'ont plus qu'à utiliser d'autres méthodes de navigation, comme la navigation à l'estime, qui consiste essentiellement à utiliser un chronomètre et à deviner jusqu'au prochain point de contrôle. Si vous leur disiez cela, ils seraient furieux. Cela ne pouvait donc pas être le cas. La couverture était un problème même dans les zones étendues et non densément peuplées. Il arrivait que l'on perde la couverture GPS, même à bord d'un avion à réaction. C'est ainsi qu'a commencé à se dénouer le fil des satellites et de la synchronisation des satellites, et le fait que de nombreuses bobines de film montrent ces satellites lancés par ballon plutôt que par fusée. Le concept de ces fusées ne permet même pas de franchir l'atmosphère, et encore moins de laisser un objet sur une orbite géosynchrone parfaite. J'ai eu le privilège de travailler pendant une courte période dans une entreprise de fabrication de satellites en Californie du Nord. Et j'ai pu voir et participer à l'assemblage de satellites de base comme on les appelait. Il y avait de petites bouteilles enfermées dans ces structures, elles-mêmes enfermées dans une autre structure. Ces petites bouteilles étaient les piles à combustible. Ces piles à combustible étaient incroyablement petites, plus petites qu'un réservoir de plongée, dans la plupart des cas, beaucoup plus petites. Elles étaient censées fournir tout le carburant dont l'engin avait besoin pour fonctionner, car la plupart d'entre eux ne sont pas électriques. Ils sont en train de devenir électriques et de se maintenir dans un état parfait. En vérité, j'ai visité de nombreux pays et fait beaucoup de choses, toutes les choses de l'aviation. Je peux l'affirmer avec une certitude absolue et je peux certifier que l'avion ne pique pas du nez pour suivre la courbure de la Terre. Jamais. En fait, la plupart des avions ont un profil aérodynamique qui est relevé de 3 degrés en vol rectiligne et en palier. Et la raison en est simple. Si le nez de l'avion était à 0 degré ou à l'horizontale en vol, il serait comme un marsouin. Ce serait assez violent parce qu'une partie de l'air passerait au-dessus du nez et une autre sous le nez, ce qui ferait monter et descendre le nez, littéralement comme un marsouin ou un dauphin hors de l'eau. Et c'est exactement ce qui se passerait. Les ailes sont donc conçues pour être à l'horizontale, le nez étant relevé de 3 degrés. Il a été prouvé à plusieurs reprises que le mouvement de la Terre n'est pas influencé par le phénomène de Coriolis. Je parle du point de vue d'un pilote, mais aussi d'un ingénieur, car j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur avant d'entrer à l'école de pilotage. Je suis donc à la fois pilote et ingénieur. Premièrement, la Terre ne tourne pas, comme le prouve le fait qu'un pilote d'hélicoptère peut faire planer son appareil indéfiniment, immobile, au-dessus d'un seul point de la Terre. Si la Terre tournait, dès que l'avion quitterait le sol, la Terre se déroberait sous lui. Quelqu'un pourrait dire que l'air de l'atmosphère tourne avec la Terre, ce qui est l'un des concepts les plus absurdes que l'on puisse imaginer. Car si c'était le cas, tous les vents se déplaceraient avec la Terre. Il n'y aurait pas de courant de vent alternatif. Quand on sait que les jet streams passent au-dessus de nos têtes, que les nuages se déplacent dans de multiples directions au-dessus de nos têtes, et qu'un cerf-volant vole au-dessus de la Terre immobile, le fait qu'un cerf-volant vole grâce au vent qui le traverse prouve que la Terre ne vole pas. Quiconque a vu le point de vue d'un pilote lors de l'atterrissage d'un avion a pu constater que l'avion atterrit sur une piste d'atterrissage immobile. Si la Terre tournait, le pilote devrait tourner à l'angle de rotation de la piste d'atterrissage et atterrir à la vitesse de la piste d'atterrissage. Ce qui est absurde. Tout simplement absurde. Les pistes d'atterrissage ne tournent pas à l'opposé de l'avion, et sur une piste d'atterrissage d'est en ouest, si l'avion atterrit à l'ouest, les pistes d'atterrissage ne font pas atterrir l'avion en se déplaçant vers lui, c'est de la folie. En clair, si la Terre était une boule en rotation, il serait pratiquement impossible pour un navire de se déplacer à une vitesse de 25 à 30 nœuds sur cette boule en rotation, tout en suivant un avion qui se déplace probablement à 500 km/h à une distance de 80 à 160 km. Vraiment. Je veux dire que ces avions P-3 étaient assez loin, à 20 000 pieds dans les airs. C'est pratiquement impossible. Cela n'a aucun sens. Encore une fois, à l'époque, je ne pensais pas ainsi. Mais en regardant les informations dont je disposais, je me suis dit que ce n'était pas possible. Que ce n'était pas possible que cela ait été fait sur une terre incurvée. La seule façon dont cela pourrait fonctionner serait que nous soyons sur un plan plat et stationnaire, que nous naviguions, que le bateau navigue sur l'eau. Pensez-y comme à une grande piscine d'arrière-cour. Imaginez la piscine remplie, d'accord? Et puis votre bateau. Vous mettez un petit bateau sur la piscine. Et puis, vous savez, vous mettez comme un petit avion factice dans l'air.
Depuis ce bateau, vous pouvez voir l'avion. Peu importe où vous vous trouvez dans ce bassin, vous pouvez suivre cet avion. Si vous vous trouvez sur une courbe et en rotation, comment pouvez-vous suivre un avion qui pourrait se trouver à 160 ou 300 miles de vous, à 10 km dans les airs, sous un angle différent, avec de la courbe? C'est impossible. Il n'y a aucun moyen de le faire. Il n'y a pas de radiofréquences qui permettent de suivre cela. J'aimerais souligner que je vois maintenant ce que je n'avais pas vu auparavant. Il y a un compas magnétique et un gyroscope sur tous les navires. Et je ne parle pas de votre petit bateau de pêche du salon Crabberman. Qu'est-ce que le Deadliest Catch? Je parle d'un véritable bateau de haute mer à tonnage illimité, qui sera équipé d'un gyroscope. Il s'agit d'une énorme boîte qui se trouve généralement derrière la passerelle ou dans la salle des cartes. C'est une grosse boîte et c'est essentiellement le compas gyroscopique. Maintenant, si vous avez deux modèles, je suppose qu'il ne faudrait pas que l'un d'entre eux fasse les corrections parce qu'il ne correspond presque jamais au terrain. Le champ magnétique ne correspond presque jamais au champ gyroscopique. Il est très rare que nous suivions la même trajectoire et ils disent que c'est dû à la déviation et la variation, vous savez, comme les métaux du navire le font différer. Et puis vous avez la variation des champs magnétiques sur la Terre, je suppose qu'ils changent, vous savez, le nord vrai et le nord magnétique. Mais ce que je vois, c'est que les hommes ont deux méthodes différentes. L'une est une machine et l'autre vient de Dieu. C'est la façon de se déplacer sur la Terre. Dieu n'est pas idiot. Il a mis en place la façon de faire le tour de la Terre avec les boussoles à l'époque. S'ils avaient des bateaux motorisés qui pouvaient les déplacer, ils se seraient probablement mieux déplacés. Mais ils étaient à la merci du vent parce qu'ils ne connaissaient pas leur chemin ou qu'ils utilisaient les étoiles et d'autres choses, vous savez. Je pense donc que les deux boussoles, la boussole électronique d'Hiro et notre boussole normale, sont dues au fait qu'elles échangent les chemins, les cartes. Il y a deux façons différentes de faire le tour de la Terre. Voici un autre élément de preuve que je n'ai jamais remarqué lorsque j'étais en service actif, grâce à des années d'endoctrinement. L'observation au périscope. Le sous-marin se trouve à la profondeur du périscope et l'observateur cherche des navires à l'horizon. Il commence à voir les mâts à environ 8 ou 9 000, en fonction de l'occultation ambiante et de l'état de la mer. L'ensemble des navires ne sera visible qu'à environ 8 km, en fonction de l'occultation ambiante et de l'état de la mer. À une distance de 15 km, la cible devrait être à 1,50 m derrière la courbe, mais ce n'est pas ce qui a été observé. Ma dernière remarque sur les sous-marins concerne le gyroscope laser annulaire ANWSN TAC-7 utilisé à bord des sous-marins de la marine américaine. Un gyroscope typique, comme ceux utilisés à bord d'un avion, est un dispositif utilisé pour mesurer ou maintenir l'orientation et la vitesse angulaire. Il s'agit d'une roue ou d'un disque en rotation, avec un contrepoids dans lequel l'axe de rotation est libre de prendre n'importe quelle orientation. Maintaining orientation and angular velocity. It is either a spinning wheel or disc with a counterweight in which the axis of rotation is free to assume any orientation by itself. When rotating, the orientation En rotation, l'orientation de cet axe n'est pas affectée par l'inclinaison ou la rotation de la monture, conformément à la conservation des modèles angulaires. Correction. Cependant, un gyroscope laser annulaire n'en a pas. Mise au point établie. Ils utilisent la lumière comme point de référence. Il fait tourner un disque qui émet des lasers et possède un encodeur numérique qui déchiffre l'endroit où le laser frappe à l'intérieur du système de balancier. Il n'est pas nécessaire de faire croire à la gravité. Disons que nous sommes à environ 30 miles. Ces missiles peuvent aller beaucoup plus loin. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais disons que nous sommes à 30 miles. D'accord, 30 miles. C'est loin. Ainsi, depuis notre navire, nous pouvons suivre sur notre petit point. Nous avons, disons, un projectile de missile. C'est comme un radar, mais c'est un peu différent. Il est spécialement conçu pour suivre les missiles et pour saisir les coordonnées, latitude et longitude, de l'endroit où vous voulez que le missile frappe, avec une très grande précision. Nous avons réussi ce lancement et le missile, et il atteindra la cible à 30 miles de distance,
et même plus longtemps que cela. Voici encore une chose qui n'est pas possible sur une Terre incurvée. Ces missiles sont énormes. Vous savez, des projets de calibre 50 qui transportent des quantités massives d'explosifs. Ok, chacun de ces missiles vaut probablement des centaines de milliers de dollars. Ainsi, lorsque vous alignez ces missiles pour tirer sur des cibles situées à plus de 30 miles de distance, si la Terre tourne à nouveau, pensez-y, nous ne sommes pas assis sur la terre ferme avec une arme à la main. Nous sommes sur un bateau, au milieu de l'eau, et le missile est tiré de la proue du bateau. Donc, si le monde est une boule en rotation, et que nous sommes sur cette terre incurvée avec de l'eau, et que nous passons à 600 miles par heure dans l'espace infini, je suis presque sûr que ce serait physiquement comme si cela n'avait aucun sens au niveau de la physique de pouvoir tirer un missile d'un point dans l'eau sur un mur qui tourne pour frapper avec précision un autre point. Et la nuit, nous allions sur un navire militaire, avec des lunettes de vision nocturne, à 80 km, et ces gars-là étaient à la proue. Ils n'étaient même pas sur le pont, où l'on se trouve à 30 mètres de hauteur. Ils étaient sur la proue, qui se trouve à peine à 40 pieds du bord de l'eau. Ces gens-là ont le dernier cri en matière d'équipement. C'était en 2015, ils avaient des lunettes de vision nocturne dernier cri, comment ça s'appelle? Des lunettes de vision nocturne. Ces objets sont donc capables de voir aussi loin. Nous vivons sur un plan. Vous ne pouvez pas le nier. C'était tellement évident. Mais pas tout le monde. Je suppose que la programmation est plus dure chez certains et qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais au fil des ans, j'ai appris le modèle. Je le connais sur le bout des doigts. Je peux montrer des preuves. J'ai des munitions maintenant. Alors quand je vais là-bas et que je dis à quelqu'un « Eh, c'est impossible », vous savez, et je parle à un premier ou second lieutenant qui est un officier qui est allé à l'université, ce qui veut dire qu'il a payé pour son éducation. Parce que lorsque vous payez votre éducation et que vous en tirez un beau salaire, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Comment pourrais-je me tromper? Je gagne un salaire. Il me paie. J'ai payé pour cette carrière. Tout va pour le mieux dans ma vie. Vous vous trompez manifestement dans tous les calculs mathématiques. Donc avec ça, vous savez, c'est difficile. Mais lorsqu'on les laisse perplexes et qu'on commence à leur montrer des choses, il leur est difficile de dire quoi que ce soit. Ils commencent alors à dire des choses comme « Oh, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Je m'en fiche. » Et il y a les 8 pouces par mile carré. Mais vous ne pouvez pas regarder en 3 dimensions. C'est en 2 dimensions. C'est la quantité de déviation nécessaire pour que vous reveniez vers l'intérieur. Si vous marchez à l'est du nord, c'est-à-dire que vous faites le tour du nord de façon équidistante et que vous marchez en ligne droite sur 1 kilomètre, vous devrez dévier de 8 pouces vers la gauche pour revenir sur l'équateur, n'est-ce pas? Il suffit de regarder la carte de la Terre plate pour s'apercevoir que c'est logique. Si vous avez marché 1 mile en ligne droite E, vous devez dévier de 8 pouces après chaque mile pour rester sur l'équateur. Les 8 pouces par mile carré sont une mesure réelle si l'on considère que l'équateur est un endroit réel. Un endroit réel. Toujours. Toujours. If in fact we consider the equator to be a real place, a real location, ever, always. En ce qui concerne les vidéos sur la Terre plate, ma première réaction a été de me moquer. Après avoir vu des vidéos sur la Terre plate sur l'une de mes chaînes préférées, j'ai décidé d'en regarder une. Lorsque je suis tombé sur la carte de la Terre plate, que je n'avais jamais vue auparavant, j'ai immédiatement eu envie de regarder cet itinéraire de vol. Rio, Los Angeles, Sydney, et j'ai compris pourquoi l'équipe brésilienne de football s'était rendue à Los Angeles et en Australie pour le tournoi. La Terre est plate, aucun doute. À propos de ça, les semaines et les jours qui ont suivi ont été marqués par davantage de recherche et d'incrédulité. J'ai été un fanboy de la NASA toute ma vie et j'ai visité à 2 reprises le centre spatial Johnson de la NASA à Huntsville, en Alabama. En outre, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des documentaires, des films, des produits dérivés, etc., liés à la science et à la science-fiction, mais une perte de temps. Je parle aussi à mes compagnons que toutes nos cartes sont celles d'une Terre plate. Ligne droite. Ils ne dessinent jamais de lignes courbes. Toutes les lignes sont droites, 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 droites. Partout. Nous naviguons sur une carte de terre plane et j'essaie de le lui faire remarquer.
Et ce qu'ils me disent, c'est que Monsieur Mercator a mis tout cela là-dedans pour nous. Tout a été mis en équation pour vous. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Tous les calculs de courbure et tout le reste sont intégrés dans la carte. Ainsi, les lignes droites et tout le reste sont en fait courbées d'une manière ou d'une autre. Je n'en sais rien. Ce ne sont là que les preuves que je vois, et vous pouvez voir que les rayons du soleil sont bien mieux observés en mer, parce que vous pouvez le faire. Il n'y a rien, c'est comme un désert. On peut donc voir le soleil comme une lampe de poche qui brille en cône partout. S'il y a un peu de nuages, cela ressemble à un cône. Et je le fais remarquer tout le temps à ces gars, et je les fais réfléchir. Mais vous savez, la programmation est dure pour les gens, et si vous n'êtes pas prêt à vous réveiller, eh bien, vous n'êtes pas prêt à vous réveiller. Vous n'aurez qu'un pied dedans, un pied dehors. Vous serez de nouveau dans l'illusion avant même de vous en rendre compte. Le récit a commencé à s'effondrer. J'ai continué à étudier, et j'ai découvert que ce que je craignais d'être vrai était la réalité. Qu'on nous a menti sur à peu près tout. Après avoir fait des recherches sur l'histoire militaire, puis sur l'entraînement militaire, et parlé avec des artilleurs militaires de l'armée et du corps des Marines que je connais personnellement, je leur ai posé des questions sur l'effet de Coriolis. Et il a toujours été supposé que, oui, nous compensons pour la Terre qui est, vous savez, une courbe, qu'il y aurait une baisse. Nous calculons la courbure de la Terre. Mais même en posant la question, au lieu de leur demander d'approfondir leurs documents et d'effectuer une nouvelle étude personnelle, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vérité supposée sans fondement réel, selon laquelle ils calculaient la chute de la balle en fonction de la vitesse angulaire et de la friction de la chute, entre autres choses. La courbure était censée être corrigée en même temps, tout comme l'angle de correction du vent en vol, pour tenir compte de l'effet de Coriolis. J'en ai fait beaucoup personnellement. J'ai volé plus de 1070 heures à bord d'hélicoptères et d'avions. Et je peux vous dire que les avions respectent les points de contrôle, décollent, respectent les points de contrôle et atterrissent exactement comme prévu sur une carte plane et immobile. Aucun pilote, je le répète, aucun pilote n'a jamais tenu compte de la rotation de la Terre lors de la planification des vols et des décollages vers les points de contrôle. Les points de contrôle en cours de route, puis l'atterrissage. Les pilotes peuvent planifier si bien qu'ils peuvent décoller et atterrir à des centaines de kilomètres de distance, à 30 secondes près, car la Terre ne tourne tout simplement pas. Un point de repère serait comme ceci. Disons que nous sommes au milieu de l'eau et que nous voulons atteindre une cible qui se trouve directement à l'ouest, à 15 milles de distance. Mais cette cible est capable de suivre notre missile qui lui arrive dessus. Nous ne voulons pas que cette cible sache d'où viennent les missiles. Nous pouvons donc mettre un point de cheminement, ce qui revient à mettre un point à 20 miles à l'est, puis un autre à 15 miles au nord et un autre à 10 miles au sud de ce point, puis mettre notre cible. Vous voyez ce que je veux dire? Le missile ne va donc pas directement du navire à la cible. Le missile se rend à la latitude et à la longitude des points de cheminement qui ont été définis, puis il décrit une courbe à partir de là et atteint tous les points de cheminement avant d'attaquer la cible. Comment cela est-il possible sur une Terre en rotation? Si la Terre se déplace à 600 ou quelque chose comme ça, il n'y a aucune chance que le missile reste en place. Il n'y a aucun moyen pour que le missile soit capable de suivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Du moins, c'est ainsi que je vois les choses. C'est peut-être un peu plus difficile à visualiser si vous ne voyez pas les choses de la même manière que moi, ou si vous ne comprenez pas et ne mettez pas les coordonnées, ou si vous ne voyez pas comment les choses se sont passées. Mais je vous dis que, de mon point de vue, c'est le cas. C'est l'une des choses qui font qu'il est pratiquement impossible d'accepter le globe comme tel. C'est un mensonge, c'est une théorie. Voilà ce que c'est. When it comes to a deception this big, it's hard to dismiss. Lorsqu'il s'agit d'une tromperie de cette ampleur, il est difficile de l'ignorer. Et pour ceux qui disent « je ne vois pas en quoi cela m'affecterait d'une manière ou d'une autre », vous ne savez pas. C'est comme si vous me parliez de l'Argentine alors que vous n'y êtes jamais allé. Ou comme si vous me parliez de posséder une Corvette alors que vous n'en avez jamais conduit une. Vous n'en avez pas fait l'expérience. Et si vous avez vécu le réveil de la Terre plate, vous savez comment cela vous affecterait. Il s'agit peut-être du plus grand réveil de l'humanité. Pensez-y. Si vous croyez à ce sophisme de masse, vous avez été privé de certains sens et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne faites pas confiance à votre sens du toucher ou de la sensation.
Vous ne faites pas confiance à votre sens de la vue. On vous a dit que la Terre oscille, tourne et orbite, mais vous ne sentez rien. On vous a dit que les couchers de soleil ne peuvent pas exister sur un plan fixe aplati. Mais vous ne comprenez pas le point de fuite de la loi de la perspective. Lorsqu'il est possible de comprendre et de décoder une tromperie de masse, il devient beaucoup plus facile de comprendre d'autres mensonges. Il ouvre les yeux et accroît le discernement. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mensonges tels que JFK, l'alunissage, les chemtrails, la fluoration, le 11 septembre, etc., c'est l'un des facteurs les plus importants de la vie auquel j'ai été éveillé. S'il vous est possible d'ouvrir votre esprit à cela, vos récepteurs se connecteront beaucoup plus rapidement et fortement que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Comprendre le sol sur lequel vous marchez tous les jours et les illuminations qui passent au-dessus de votre tête tous les jours, que je ne comprends toujours pas dans leur intégralité, peut changer votre vie pour toujours. Savoir que vous êtes spécifiquement, intelligemment et uniquement conçu pour connaître, mentalement, physiquement et spirituellement, votre vibration, votre énergie et votre fréquence de vie. N'agissez pas comme si cela n'avait pas d'importance. On nous a menti en masse. Nous pouvons prouver que nous vivons sur un plan plat et immobile grâce à des expériences observables, répétables et testables, avec des données, des hypothèses et des conclusions, sans dépendre d'une foi aveugle, de philosophie endoctrinée, religieuse, théorique, nihiliste et d'opinion. C'est là toute la différence. Religious, theoretical, nihilistic, opinionated philosophies. That's the difference. Is it possible that almost everything that we were taught from the time of our innocent adolescent time as children? Depuis l'époque de notre innocente adolescence jusqu'à l'achèvement de la voie d'études que nous avons choisie à l'université, ce n'était pas seulement incorrect, mais cela faisait partie d'une doctrine éducative de déconnexion spirituelle et de déconnexion entre la vérité et notre réalité dans le monde que nous occupons aujourd'hui. Et si je vous disais que ceci n'est qu'une petite capsule et un puzzle qui a été bien planifié et conçu par un système de contrôle mondial pour propager un catalogue d'études théoriques et de sciences qui, dans certains cas, n'ont jamais été prouvées jusqu'à ce jour et ne le seront jamais, vérifiées comme des faits. L'humanité semble avoir été trompée dans son état le plus stupide. D'où venons-nous et sommes-nous uniques dans la création de Dieu concernant un monde géocentrique, ou sommes-nous dans un monde centré sur l'homme, basé sur les études théoriques d'un astronome jésuite nommé Nicolas Copernic? Il l'a suggéré en 1543. Ses travaux n'ont été publiés qu'après sa mort, car il ne croyait pas non plus à la théorie du spin-ball. Cela est encore enseigné aujourd'hui au plus haut niveau de l'éducation sur mon livre, qui est l'agenda diversement planifié qui a duré 474 ans, semble menacé de devenir la divulgation complète du plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, qui est gardé par la société secrète la plus ancienne du monde, appelée les francs-maçons. La nature unique même de l'homme dans le temps a été épelée correctement par créer que la Terre était le centre de l'univers, qu'il a créé le Soleil et la Lune, ainsi que les étoiles et les constellations qui tournent autour de la Terre, Polaris étant la grande étoile nord magnétique. Comment l'espace pourrait-il exister alors que vous et moi n'y avons jamais été au cours de notre vie entière, ni vu une représentation réelle de ce à quoi ressemble notre propre monde? Max doit constamment faire face aux stigmates et aux moqueries de ses amis et de sa famille, qui le considèrent comme le fou de la Terre plate, ainsi qu'aux bombardements de questions typiques telles que « Pourquoi mentirait-il ? Comment autant de personnes ont-elles pu garder un secret aussi important ? Et quelle est l'importance de la forme de la Terre ?» La courbe illusoire présente tous les principaux arguments en faveur d'une Terre plate et des arguments solides contre une Terre en forme de boule tournante dans un format d'histoire amusant et réaliste, recommandé à tous les partisans de la Terre plate et aux personnes à l'esprit curieux. Rejoignez Max dans son périple alors qu'il tente de convaincre ses amis que la forme de la Terre n'est pas celle qu'ils connaissent. Alors qu'il prévoit une mission pour découvrir d'autres terrains accidentés sur la Terre avec son plan ambitieux
et quelque peu fou d'acquérir un pseudo-satellite à haute altitude pour prouver la forme de la Terre d'une manière ou d'une autre, les globeurs se sont définitivement penchés sur les terreurs plates d'un point de vue scientifique. A une voix très valable pour ces trois exemples. Pas d'appel? De rien, monsieur. Des questions? Je serai ici pendant un certain temps. Contactez-moi à tout moment. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. J'invite les gens à faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit sur certaines questions, car la vérité est que la situation est très difficile et que les temps changent. Nous devons être conscients que le système nous manipule de manière très importante, alors voyons ce qui se passe. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage sur la Terre plate. Depuis lors, j'ai trouvé de plus en plus de voix, de personnes instruites, d'éducateurs, de professionnels qui commencent à faire la lumière sur ce sujet d'une manière que je ne peux qu'imaginer. Mais je n'oublierai jamais le jour où j'ai réalisé que mon avion ne tombait pas autour du globe, que je pouvais regarder par la fenêtre du cockpit à 185 degrés, plus la vision du champ à 40 000 pieds, et ne pas voir un iota de chute, mais rien d'autre qu'un monde plat, beau et immobile. Les calculs supposés que nous avons effectués pour compenser la rotation de la Terre n'étaient qu'une partie d'un calcul basé sur la vitesse du vent et l'angle que nous devions maintenir pour voler contre ce vent et aller en ligne droite jusqu'à notre destination. C'est l'une des vérités les plus libératrices que j'ai jamais connues. Parce que, dans une certaine mesure, l'idée que ces autres théories de la conspiration et les choses au sujet desquelles on nous a menti sont vraies. Mais cette dernière est la plus grande des vérités. On nous a menti sur tout, ce qui signifie que nous pouvons recommencer. Nous pouvons repartir à zéro en ce moment. À ce stade de notre histoire, nous sommes dans une position unique. Pour faire ce changement, et si je peux faire une déclaration aux gens qui sont là, c'est simplement celle-ci. C'est ça, c'est le niveau. Vous ne pouvez pas tomber du bord d'une piscine enterrée. C'est le niveau où l'on met les pieds dans l'eau. En France, c'est à la même hauteur que l'on peut mettre les pieds dans l'eau. New Jersey et Brésil, faites des recherches. Ce n'est pas la seule chose qui doit être étudiée, désapprise et réapprise. Le département de l'éducation, fondé par Rockefeller en 1908, a bien prouvé que le mode d'ignorance qu'il appelle son conseil d'éducation, vous êtes la preuve qu'il fonctionne. Le mode d'ignorance s'élargit chaque jour. Le phénomène s'amplifie de jour en jour, parce que les gens continuent à croire ce qu'ils crachent. Il faut désapprendre et sortir des sentiers battus. Comprenez donc que pendant les 18 premières années de votre vie, vous n'avez pas appris la vérité sur quoi que ce soit. On vous l'a simplement dit et vous avez été récompensé pour l'avoir répété. Il est maintenant temps de penser par soi-même. Il est temps de faire des recherches et de procéder à vos propres tests. Soyez votre propre blouse blanche. La création, notre passé caché et l'avenir. Nous espérons construire un avenir où il n'y aura pas d'organisation appelée Nations Unies pour gouverner le monde. Et il n'y a pas de globe terrestre. Il ne devrait pas y avoir de mondialisation. C'est le message que je vous adresse à tous. La paix. Mon message est le suivant. Si vous regardez ce documentaire et qu'il vous touche, faites des recherches pour en savoir plus. Mon message est donc de faire des recherches. Procurez-vous toutes les munitions possibles. Parce que si vous essayez d'en parler aux membres de votre famille, à vos amis ou à vos collègues, ils vont se moquer de vous. Et si vous n'avez pas les munitions pour le défendre ou le bon contenu à montrer ou pour démarrer un Kindle of Fire avec l'intérêt de quelqu'un, si vous n'avez pas cela, on se moquera de vous. J'ai fait l'erreur de me dire, lorsque j'ai vu cette vidéo, que c'était tout à fait logique. Je l'ai su tout de suite.
J'ai essayé d'en parler à tout le monde avant de savoir. Je me suis contenté d'énoncer de petites preuves. Mais vous savez, et il me frappait avec certains de ces trucs scientifiques, vous savez, cette pseudo-science. Je ne pouvais pas le défendre et j'aurais eu l'air d'un imbécile. Et puis quand j'ai eu les connaissances, vous savez, c'est plus difficile de les défendre parce qu'ils ne me prenaient déjà pas au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai acquis une telle connaissance du sujet et de ce que vous appelleriez des munitions, que je peux le défendre de manière à ce qu'il suscite l'une de ces réactions. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit ronde ou plate? Ma vie ne change pas, vous savez, ça n'a pas d'importance. Vous savez ce qu'il en est. C'est ainsi que l'on sait que l'on touche une corde sensible. Leur ego n'a nulle part où aller. À partir de là, vous pouvez les travailler. Mais comme je l'ai dit, il faut apprendre le modèle. Apprenez à défendre le modèle de la Terre plate avant de dire à vos collègues, à vos proches ou à toute autre personne que vous connaissez que vous ne savez pas. Parce que les gens que vous pensez connaître vont vous regarder comme des fous. Malheureusement, cela est dû à la programmation et au fait que tout le monde croit une chose. Alors comment osez-vous en croire une autre? Vous devez vous mettre au diapason. Donc si vous êtes capable d'ouvrir votre esprit, de regarder les choses objectivement, de vous libérer des conneries de l'endoctrinement qu'on vous a enseigné, vous vous sentirez plus libre. Vous verrez le monde différemment. Vous aimerez plus profondément et avec plus de compassion. Vous apprécierez davantage la vie. C'est ainsi que j'ai vécu ma vie il y a quelques années. Honnêtement, je peux vous dire ceci. J'espère simplement, et je prie de tout mon cœur que, au fil des années, ce n'est probablement pas quelque chose que je verrai de mon vivant. Mais, au fur et à mesure que mes enfants grandissent, et que les enfants de mes enfants grandissent, au fur et à mesure que les générations se succèdent, la vérité commencera à émerger. Et c'est en train de commencer. Je veux dire, c'est incroyable, vous savez que tant de gens commencent à s'éveiller. Mais, dans 10, 20, 50, dans 100 ans, espérons que nous pourrons nous libérer des chaînes de l'endoctrinement et vraiment voir le monde pour ce qu'il est, et l'apprécier réellement, et aimer le monde et s'aimer les uns les autres. Et je pense que si nous comprenons tous qu'il y a un créateur, les gens seront moins enclins à être aussi abusifs les uns envers les autres et envers la Terre. C'est donc le grand message que j'adresse aux citoyens. Réfléchissez par vous-même. En fin de compte, il suffit d'être une bonne personne. Ne vous contentez pas de croire quelque chose et de vous en tenir à cette croyance, simplement parce qu'elle vous a été inculquée à un jeune âge. Pour conclure, je voudrais juste dire qu'il s'agit de mon expérience personnelle. Je n'ai jamais demandé à quiconque de croire tout ce que je dis. En fait, je vous en prie, ne le faites pas. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin. En suivant aveuglément d'autres personnes qui prétendent avoir déjà fait les recherches à votre place, vous permettez que des tromperies se produisent. You allow deceptions to occur. Faites vos propres recherches et testez tout. Toutes les agences spatiales font partie de la dissimulation parce qu'elles ont pour base la franc-maçonnerie. Je suis d'accord pour dire que l'espace est faux. À la NASA, l'ensemble de la tromperie et même admettre que les images de la Terre sont des composites d'images générées par ordinateur depuis 1958. La NASA nous a littéralement forcés à continuer leur tour de passe-passe, leur sorcellerie, leur magie, et à n'être que le Dieu de soi-même. Mais elle ne peut pas atteindre une altitude suffisante pour fournir à l'humanité une seule photo de ce qu'est la forme même de notre monde. Je crois fermement au sens que Dieu nous a donné, et instinctivement, nos sens sont corrects à 99%. Et mon livre aidera les brebis qui s'éveillent à dissiper les ombres de cette tromperie massive qui s'adresse à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Alors ces brebis resteront endormis. Mon livre fait partie du grand réveil de la pseudoscience qui a fait vivre l'homme dans un monde newtonien de physique d'Einstein dirigé par Frankenstein. Le jeu d'observation est un changement de conscience de la stupidité à cause de l'endoctrinement empoisonné qui sépare l'âme et la réalité de la vérité et de la connaissance.
the knowledge that hold tight, folks. A real awakening is happening all over the world. La courbe de la Terre, la boule qui tourne, ainsi que l'évolution, les dinosaures, les bombes nucléaires et tout ce qui est enseigné dans les écoles. Cela n'est pas fondé sur les Écritures, premièrement. Elle est mathématique, géométrique, géospatiale, géophysique, et, à tous les autres égards, c'est la balle qui tourne. La Terre est une absurdité scientifique que l'on peut prouver par l'observation, les mesures et les expériences scientifiques reproductibles. La Terre en forme de boule qui tourne n'existe pas. La Terre n'est pas courbée. Il n'y a pas d'effet Coriolis. La Terre n'est pas une boule en rotation. Et à la fin, la Bible, qui était un manuel, et je le répète, un manuel scientifique écrit bien avant les universités que nous avons aujourd'hui. La Bible dit que la Terre est plate et immobile. Nous pouvons donc nous passer de tout ce que nous avons appris à l'école scientifique et qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous disent que la Terre est plate et immobile. Toutes nos mesures et nos sens personnels nous indiquent que la Terre ne bouge pas. La Terre n'est pas courbée. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les Saintes Écritures nous indiquent la nature de la Terre. La Terre est plate et stationnaire. L'orgueil, l'ego et la réputation sont trois caractéristiques que je vois dans chaque balle qui tourne. Croyant, laisse tomber ton orgueil en sachant que tu as été lourdement trompé toute ta vie. Laissez votre ego s'effacer en sachant qu'il est possible que vous ayez été manipulé à une telle échelle. Et arrêtez de vous soucier de ce que les gens pensent de vous. Je ne dis pas qu'il faut être aussi externe et abrasif que certains d'entre nous. Il suffit de réaliser que nous sommes humains et que nous pouvons être programmés pour penser d'une certaine manière, mais aussi que nous pouvons être débranchés et devenir des penseurs critiques, des observateurs et des chercheurs, sans qu'on nous dise ce qu'il faut penser et comment. D'un système éducatif qui va de la maternelle à Harvard, racheté il y a longtemps par les Rockefeller, nous vivons notre époque, pas la leur. Il est temps de se lever et de commencer à agir au lieu de se détendre et de se faire dire comment et quoi penser par les grands médias qui appartiennent à la Fondation Bilderberg, aux commissions triangulaires et au Counselor Foreign Relations. Pensez par vous-même et arrêtez d'être victime de l'opinion publique populaire qui appartient à ces sociétés secrètes anti-Dieu. À mon avis, le don le plus précieux que Dieu nous ait fait est le libre arbitre. Mais c'est à nous de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est clair et ce qui est sombre, ce qui est positif et ce qui est négatif, ce qui est yin et yang, ce qui est en mouvement et ce qui est immobile, ce qui est plat et ce qui est rond, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous ne pouvons pas vous dire ce que vous devez faire. Je peux vous conduire à la connaissance, mais je ne peux pas vous faire réfléchir. C'est à vous de décider de prendre la pilule bleue et de vous rendormir. Ou prendre la pilule rouge et rester éveillé le reste de votre vie en sachant que vous êtes choisi parce que beaucoup sont appelés, mais peu ont été choisis. Et je vous promets qu'une fois qu'on est à plat, on ne revient pas en arrière. Ils ne pourraient pas arrêter ce mouvement, même s'ils essayaient, parce que la vérité l'emporte. Repose en paix, le globe. Chaque vérité a un moment précis pour se manifester. La technologie est le catalyseur qui permet à cette vérité d'émerger et de se révéler à nouveau. Et prouver qu'il ne s'agit pas d'un mythe, d'un planétaire ou d'une incompréhension de nos ancêtres et de toutes les cosmologies anciennes. La géographie de la Terre, qui est plate, est également dissimulée sous des mots tels que plaine, grande plaine, basse terre d'Europe, plaine, savane d'Afrique, bassin de l'Amazone, saline, vasière, dépression, sables arctiques, plateau d'Australie, steppe de Russie, prairies d'Argentine, banquise de l'Antarctique, marécages de Floride et plaines d'Angleterre. Dans toutes ces vastes plaines coulaient des fleuves et des canaux, comme le Nil, l'Amazone, le Mississippi et d'innombrables petits cours d'eau sur des milliers de kilomètres, s'écoulant à niveau dans toutes les directions.
Les océans et les mers qui occupent 70% de la Terre sont des eaux plates et planes que la science n'a aucun moyen de prouver qu'elles se courbent ou qu'elles collent à une boule en rotation par une force magique appelée gravité. La majorité des fonds marins des mers et des océans sont des plaines abyssales, comme on le dit plus haut. Donc en dessous de la ligne de visée la plus longue de l'observation de la baie d'Hudson, à 1800 miles, et de ma propre observation des chaînes de l'Himalaya à 2 reprises, à plus de 2000 miles. C'est tout simplement impossible sur un globe terrestre. Aucun physicien ne peut réfuter les témoignages présentés ici par les témoins de première catégorie. Ni la géographie réelle, ni la ligne de visée la plus longue, ni les innombrables recherches, enquêtes et preuves qui prouvent que nous vivons sur un plan plat et immobile. Celui qui doit prouver qu'il est légitime ou non, c'est le globe. Wonderful, magical, celestial light, fantastical, mystical, wonderful sight. Belgian Swiss physicist Auguste Piccard, 1931, first to reach for the stars, was the first to explore the air view stratospherius, a scientist curious to see what was there. An aluminium black ball gondola, helium balloon, hydrogen with photos and instruments, sailed towards the moon, rose in just half an hour, 52,000 feet, 10 miles up, 10th air pressure, left for dead, trapped in heat and cold, but disproving gravity. Wonderful, mystical, beautiful sight, flat line separation of black from blue light, a world run by false make-believers, hiding in shadows, stealing our light. Mystical, mystical, fluorescent light, wonderful, magical, awesome, yes, stealing our light. Wonderful, let there be light, supernatural, eternal, luminous. Up we go, higher than rainbows, higher than mountains, above cumulonimbus, higher than 60 around us, but right round behind us, any height that you dare. The sun and the moon both revolve above around us to forever, short time pass intelligently there. You'll never beat us, you'll never defeat us, no more you'll deceive us, see through you like air. Kipper and Picard were the first ever known to reach up there. Divine, luminescent light, mystical, wonderful, celestial light. So what was their eternal testimony? What did they report back to humanity? Said it seemed like a flat disk far as eyes can see, with an upturned edge fading into infinity. A mystical, ethereal, celestial sight, a divine creation, a clockwork of light, designed hid by deceivers and false make-believers, still cowering in shadows, still fearing our light. Here we go, higher than Everest, higher than airplanes, above zero cumulus, higher than air, a level horizon, 360 around us, no motion beneath us, no spinning, no stars on the firmament, driving all around us to forever, short time past geometrically there. You'll never beat us, you'll never defeat us, forever beneath us, we see through you like air. Mystic, luminous light, fantastical, magical, bright, we see through you like air. Magical, angels of light, beautiful, wonderful, celestial light. The first to see truth when they reach for the stars, explorers and physicists, Kipper and Picard.
Never you'll defeat us, forever beneath us. We see through you like air.